Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment l'holographie permet d'enregistrer une image en vrai 3D. Nous vivons dans un monde en 3D, c'est-à-dire à 3 dimensions. Chaque objet autour de nous a un certain volume avec une largeur, une longueur, une hauteur. Il faut 3 coordonnées pour donner sa position dans l'espace. Quand on prend en photo un objet, on en réalise une représentation sur un support plan, feuille de papier ou écran. C'est donc une représentation à 2 dimensions dans laquelle on a perdu de l'information. Une fois la photo prise, l'objet est vu sous un certain angle qu'on ne peut plus changer. Des informations sur le relief de l'objet peuvent éventuellement être déduites, comme ici les ombres et reflets de lumière, mais inutile d'incliner la photo dans tous les sens, vous ne verrez l'objet que sous l'angle sous lequel la photo a été prise. Le cinéma dit 3D donne davantage d'informations sur le relief en combinant 2 images 2D vues sous 2 angles un peu différents, car captées par chacun de nos 2 yeux. Le décalage de parallaxe, qui change l'alignement des objets selon qu'on les observe depuis notre œil droit ou gauche, donne de l'information sur la profondeur. Mais cela ne fonctionne toujours que depuis un certain point de vue, celui sous lequel la scène a été filmée. Autrement dit, si dans une salle de cinéma 3D vous voyez votre acteur préféré filmé de face, inutile de vous déplacer sur les côtés de la salle pour espérer voir son profil. L'holographie est une technique qui permet d'enregistrer réellement une image en 3D, donc de voir son relief sous différents angles. Non seulement on perçoit le relief de l'objet, beaucoup plus épais que la plaque qui sert de support à la photographie, mais ce relief évolue lorsqu'on incline la plaque. Quand on tape le mot hologramme sur son moteur de recherche préféré, en général, on voit apparaître en premier lieu ce genre d'application. Mais est-ce réellement un hologramme? Eh bien non, ici on a affaire à ce qu'on appelle une illusion de Pepper, technique utilisée depuis longtemps sur les scènes de théâtre. Une image classique 2D est filmée par une caméra. La particularité est juste qu'elle est projetée sur un support incliné, rendu invisible par un savant jeu d'éclairage. Ainsi, l'image semble flotter dans l'air, mais elle reste comme une photo, plate, sans relief. Cet autre exemple, facile à réaliser, est aussi abusivement présenté comme étant un hologramme. 4 images classiques, souvent les mêmes, sont projetées chacune sur une des 4 faces d'une pyramide transparente inversée, donnant l'illusion d'une image flottante. Mais cette image, même si on peut la voir en tournant autour du dispositif, reste une image 2D. Ce dernier exemple fonctionne sur un principe différent. Lui donne bien une image 3D, donc avec du relief, permettant d'observer l'objet sous différents angles en tournant autour. Mais il est impropre de l'appeler hologramme car il lui manque une chose importante, la mémorisation. En effet, si on retire l'objet, ici à l'intérieur d'un système constitué de 2 miroirs de forme parabolique, l'image 3D disparaît. En fait, ceci n'est pas plus un hologramme que ce que vous voyez dans votre miroir de salle de bain, qui lui aussi donne une image 3D. Quand vous n'êtes pas devant votre miroir, votre image n'y est pas non plus. Alors un hologramme, qu'est-ce que c'est? D'après le Larousse, l'holographie est une méthode de photographie en relief utilisant les interférences produites par la superposition de 2 faisceaux laser, l'un provenant directement de l'appareil producteur, l'autre diffracté par l'objet à photographier. Rien à voir avec ce qu'on vient de décrire. Cette définition très précise fait appel à des termes scientifiques bien spécifiques, tous au programme de physique dès la terminale. Voyons d'abord en quoi les interférences peuvent nous aider à mémoriser le relief d'un objet. Pour qu'un objet soit vu, il faut qu'un rayon lumineux arrive jusqu'à lui, puis vers l'observateur. Qu'est-ce qui change suivant la distance à laquelle l'objet se trouve par rapport à nous? Eh bien, le temps que la lumière va mettre pour faire le voyage. Pour mémoriser le relief d'un objet en utilisant la lumière, il faut donc utiliser le temps qu'elle met pour aller vers un point ou un autre de l'objet. Plus un point est éloigné, plus la lumière mettra longtemps pour y aller et en revenir. Le problème est que la lumière se déplace extrêmement vite.
entre un rayon qui rebondit sur le bout de votre nez ou quelques centimètres derrière sur vos oreilles, le décalage est inférieur à 1 milliardième de seconde. Une photographie ne peut pas détecter un retard si court. On peut résoudre ce problème en utilisant une propriété particulière de la lumière, sa nature ondulatoire. En effet, la lumière est une onde, autrement dit, une vibration qui se propage comme une vague à la surface de l'eau. Cette vibration est extrêmement rapide. Chaque seconde, près d'1 million de milliards de vagues passent en un endroit donné. Compte tenu de sa vitesse de déplacement, on peut en déduire que la distance entre deux vagues successives, qu'on appelle la longueur d'onde, est d'un peu moins de 1 micromètre, soit 1 millième de millimètre. Cette caractéristique de la lumière produit un phénomène intéressant qu'on appelle l'interférence. Lorsque deux ondes lumineuses se croisent en un endroit donné, elles peuvent se renforcer si elles y oscillent de la même façon. Autrement dit, si à cet endroit leurs vagues montent ou descendent en même temps. On dit qu'elles sont en phase. Il en résulte une luminosité forte. On dit que les interférences sont constructives. Au contraire, si elles se rencontrent de sorte qu'une vague est en haut au moment où l'autre est en bas, on dit qu'elles sont en opposition de phase. Elles s'éliminent. La luminosité résultante est faible. Quand deux ondes lumineuses se rencontrent dans un espace étendu, cela peut donner lieu à d'intéressantes figures géométriques qu'on appelle les franges d'interférence. Pour comprendre comment, on propose ici de représenter une onde lumineuse par les crêtes de ces vagues qu'on suppose larges et droites. On les représente donc par des traits. La distance entre ces traits représente la longueur d'onde. Si on duplique cette onde et qu'on la superpose à la première, par exemple en les faisant se croiser dans des directions un peu inclinées, on voit apparaître, matérialisées ici par un effet de moiré, des lignes régulières correspondant aux zones où les vagues des deux ondes se sont superposées en phase. Ce sont les franges d'interférence. Contrairement aux vagues qui se déplacent très vite, les franges d'interférence sont fixes. Pour comprendre comment ces franges d'interférence permettent de mémoriser le relief d'un objet, considérons le cas de ces deux reliefs simples. Si une onde régulière avec des vagues bien droites arrive sur une surface plane, ces vagues, en retour, ne sont pas déformées. Superposées avec les vagues bien droites de l'onde de départ, on obtient des franges d'interférence bien droites. Si on considère cette fois un relief en forme de sphère, suivant l'endroit où l'onde rebondit sur la sphère, elle doit parcourir une distance plus ou moins longue, ce qui déforme les crêtes des vagues en retour, et donc aussi la géométrie des franges d'interférence produites par superposition avec l'onde régulière de départ. Si vous voulez reproduire cet effet, rien de plus simple. Imprimez une série de lignes équidistantes parallèles identiques sur deux transparents que vous superposez. Les franges de moiré obtenues, qui vous rappelleront sans doute celles que vous avez déjà observées dans les plis de rideaux, évoluent quand on manipule ces deux réseaux de traits. Lors de la superposition de deux ondes lumineuses, il se passe la même chose. On voit ainsi qu'on dispose d'une façon de transformer l'information de relief non pas en un retard temporel minime qu'on ne saurait pas enregistrer, mais en une modulation de l'intensité qu'il ne reste plus qu'à prendre en photo. Et oui, l'hologramme n'est pas une photographie de l'objet, mais des franges d'interférence qu'il produit. Cette technique a été imaginée en 1948 par le physicien hongrois Denis Gabor, mais il a fallu attendre 1970 pour qu'elle soit réalisée réellement. Pourquoi attendre si longtemps ? Eh bien, lorsque Gabor a imaginé ce procédé, il manquait, pour le mettre en pratique, une source de lumière donnant une onde lumineuse bien régulière. Les physiciens disent plutôt cohérente. Une source capable d'émettre de belles vagues toutes identiques sur une grande largeur, avec une longueur d'onde bien précise et se propageant dans une direction bien déterminée, et ce pendant une durée suffisante. Il a fallu attendre les années 60 pour que ce type de source soit inventé. Ça s'appelle un laser. On a donc là un exemple où la théorie a précédé l'expérience. Nos sources de lumière courante, par exemple lampe halogène ou soleil, ne conviennent pas pour enregistrer un hologramme. Elles donnent des vagues qui ressemblent plutôt à ce qu'on obtient en jetant une poignée de gravier dans l'eau et non à une belle houle régulière. Donc voici à quoi ressemble un montage permettant d'enregistrer un hologramme.
Comme vous pouvez le constater, ça n'a rien à voir avec un studio de photo. La première chose qu'on peut remarquer est que tous les éléments sont vissés sur une lourde plaque de marbre dont le but est d'amortir les vibrations. Rappelons que ce montage sert à enregistrer des franges d'interférence sensibles à la phase de l'onde lumineuse. Pendant l'enregistrement, il faut donc que rien ne bouge d'une longueur d'onde, c'est-à-dire une fraction de millième de millimètre. Pour bien comprendre le rôle des différents éléments visibles ici, prenons un peu de hauteur. Tout commence par la source lumineuse. Il faut, comme on l'a dit, un laser. On le choisit de préférence assez puissant. En effet, tout comme en photographie traditionnelle, plus la luminosité est forte, plus le temps de pose nécessaire pour avoir la bonne exposition est court. Typiquement, avec un laser 10 fois plus puissant qu'un petit pointeur, le temps de pose est quand même de quelques secondes, pendant lesquelles rien ne doit bouger d'un micron. Cette puissance nécessite le port de lunettes de sécurité. Elles sont ici de couleur cyan, complémentaire de la couleur rouge du laser. Ainsi, elles atténuent la puissance du faisceau laser pour protéger les yeux, sans empêcher de voir le reste. C'est plus confortable pour travailler. Le faisceau du laser est séparé en deux par une lame qu'on appelle séparatrice. Il s'agit d'une lame de verre avec un fin dépôt métallique qui a pour rôle d'augmenter son pouvoir de réflexion. Cette lame transmet une certaine proportion de la lumière qu'elle reçoit et réfléchit le reste. On a ainsi dupliqué le rayon laser en deux parties qui vont se propager dans deux directions différentes. À l'aide de deux miroirs, on rabat chacun de ces deux rayons pour que l'un aille dans la direction de l'objet dont on souhaite enregistrer l'hologramme, l'autre vers la plaque photosensible qui servira de support à l'hologramme. Pour obtenir deux faisceaux lumineux assez larges pour éclairer l'un toute la surface de l'objet, l'autre toute celle de la plaque holographique, on ajoute deux objectifs de très courte focale, des sortes de petites loupes qui font diverger le faisceau. On ajoute aussi généralement juste après ces objectifs ce qu'on appelle un filtre spatial, tout petit trou dans lequel on fait converger chaque faisceau lumineux pour les rendre plus homogènes. La plaque holographique est positionnée de façon à recevoir à la fois le faisceau de lumière directe qui n'a pas touché l'objet et la lumière de l'autre faisceau renvoyé par l'objet. Ces deux faisceaux interfèrent en se superposant sur la plaque. Il ne reste plus qu'à prendre en photo les franges produites. Voyons à présent comment se passe l'enregistrement de cette photo. On commence dans le noir complet, ou plutôt en pratique comme les photographes, sous éclairage inactinique. On ne conserve qu'une faible source de lumière d'une couleur choisie de façon à ce qu'elle soit vue à l'œil, mais ne fasse pas réagir la plaque photosensible, qui au départ attend dans une boîte opaque à l'abri de la lumière. La plaque est alors installée sur le porte-échantillon. On attend quelques secondes sans bouger pour que d'éventuelles vibrations mécaniques s'amortissent. On allume ensuite le laser pendant quelques secondes. Pendant cette durée, les franges d'interférence sont enregistrées sur la plaque photosensible. Ensuite, on coupe le laser et on passe au développement de la plaque. Dans l'obscurité, elle est trempée quelques minutes dans les produits chimiques permettant de révéler puis fixer l'image, tout comme en photo argentique. Une fois la plaque séchée, on peut admirer le résultat. Vous voyez ici par exemple l'hologramme de petits objets Playmobil. Les reconnaissez sur la plaque? Bien sûr non. Souvenez-vous qu'on a photographié un réseau complexe de fines franges d'interférence, même pas visibles à l'œil nu. Ces franges ont permis de mémoriser le relief de l'objet, l'information qui nous intéresse est bien là, mais sous une forme codée. Reste donc à la décoder. Mais quel est le décodeur? Eh bien le décodeur, c'est la lumière. Il se trouve que si on éclaire la plaque holographique avec un faisceau laser identique à celui qui a servi à l'enregistrement, la diffraction de cette lumière par le réseau de franges d'interférence enregistrées va créer une onde lumineuse identique à celle qui avait été diffusée par l'objet au moment de l'enregistrement. L'objet apparaît donc non sur la plaque, mais derrière elle, à l'endroit où il était lors de l'enregistrement. On le regarde à travers la plaque, comme on le regarderait à travers une fenêtre. Je n'ai ici rien justifié à propos de la façon dont la diffraction décode l'information. En physique, certaines choses peuvent difficilement s'expliquer sans avoir recours à quelques outils un peu techniques qu'on découvre au fil des études. Ici, l'outil mathématique nécessaire s'appelle l'analyse de Fourier. On le doit à Joseph Fourier, mathématicien physicien, qui jusqu'à peu donnait son nom à notre université scientifique grenobloise.
Cet outil très puissant permet de traiter les superpositions complexes d'ondes sur lesquelles se base le principe fondamental de la diffraction de la lumière qu'on appelle principe d'Huygens-Fresnel. On découvre ça en général en 3e année de licence, c'est donc un peu long à exposer ici. Si cela vous intéresse d'en savoir plus, vous trouverez cela exposé dans des livres d'optique physique. Le formalisme nécessaire pour décrire ce phénomène peut ressembler à ça. Pour terminer cette vidéo, une dernière image d'un hologramme montrant l'effet de relief. Ici, on voit une montre à gousset placée derrière une loupe à côté d'un petit personnage Lego. Remarquez comme l'image grossie par la loupe évolue lorsqu'on observe la scène sous différents angles, comme ce serait le cas en vrai, mais certainement pas sur une photo classique. Et une dernière précision, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi l'hologramme précédent nécessitait une source laser pour être rendu visible, alors que celui que j'ai montré au tout début de cette vidéo est bien visible, éclairé en lumière blanche. C'est parce que c'est un type particulier d'hologramme, un hologramme en réflexion, ce qui signifie qu'on l'observe en regardant la lumière se réfléchir sur la plaque et non traverser la plaque. Ici, un laser est toujours nécessaire pour l'enregistrement, mais la restitution de l'image peut se faire avec une source classique, du moment qu'elle est peu étendue. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur cette technique d'imagerie si particulière, mais aussi de voir ce qu'on peut faire avec de la physique et d'entrer dans un laboratoire universitaire d'enseignement. Les expériences de cette vidéo ont en effet été réalisées avec le matériel de travaux pratiques de la plateforme optique de l'Université Grenoble-Alpes. Le montage et les enregistrements sont réalisés par nos étudiants de première année de magistère de physique qui suivent l'option projets expérimentaux. Ces expériences sont régulièrement présentées aux lycéens dans le cadre des ateliers Sciences ouvertes.